Bonjour à tous et bienvenue à ce cours consacré à la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge. La stratégie Océan Bleu, Océan Rouge fait partie des stratégies de conception des innovations, c'est-à-dire comment donner vie à de nouvelles idées. Maintenant, les idées peuvent venir par l'effet du hasard, et ça, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Mais aussi, on peut travailler sur un ensemble de stratégies qui nous permettent de ressortir avec des produits nouveaux ou des services nouveaux ou des idées tout simplement nouvelles. Parmi les stratégies de conception des innovations, nous avons la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge, la stratégie de l'immovaction et les stratégies collaboratives qui nous aident justement à concevoir de nouvelles choses en collaboration avec un ensemble d'autres acteurs. Pour cette vidéo-là, nous allons nous concentrer sur la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge. Océan Bleu, Océan Rouge peut paraître un nom qui est assez poétique. Et pourtant, c'est très loin de là. C'est une stratégie très efficace qui nous permet de ressortir avec de nouvelles innovations. Ce paradigme a été développé par deux théoriciens, Chan Kim et René Maubourgne, dans leur livre La stratégie Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques. Les auteurs proposent une méthodologie, c'est-à-dire un ensemble d'étapes à suivre qui permettent à l'entreprise d'élargir son espace de développement en créant son propre espace stratégique. Cette stratégie peut être inspirée de notre cher Igor Ansoff dans la matrice qu'il avait créée justement en mettant une opposition entre un ancien nouveau produit et un ancien nouveau marché. La stratégie Océan Bleu peut être positionnée dans la case Nouveau produit pour un nouveau marché. Je m'explique. La stratégie Océan Bleu fait référence à un océan qui est calme, qui est serein et justement qui est favorisé par beaucoup de ressources naturelles. Par opposition à un océan rouge qui est plutôt présenté comme un océan sanguinaire où il y a une confrontation directe avec les concurrents. L'océan bleu consiste à faire quelque chose de nouveau sur un nouvel espace de marché, c'est-à-dire proposer une offre radicale ou disruptive par rapport aux acteurs du marché actuel. Par opposition à l'océan rouge, l'océan bleu, il met les concurrents hors jeu. Il essaye de créer, de capturer justement une nouvelle demande. Il casse le cercle perpétuel qualité-rapport qualité-prix et il crée une différenciation du produit, peut-être même à des prix plus élevés. L'océan rouge, il essaye d'agir sur les marchés existants. C'est-à-dire, je vais lancer un produit qui va concurrencer un produit qui existe déjà. Et je vais me différencier peut-être sur le prix, peut-être sur la qualité. Je vais toujours être dans le comparatif. Il consiste à battre les concurrents, à exploiter une demande qui est déjà existante, à rechercher perpétuellement ce rapport qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix, et à poursuivre une différenciation des prix vers le bas, c'est-à-dire ça devient un marché qui est basé sur le prix. Quelles sont les situations qui nous permettent de créer un océan bleu et pourquoi investir justement dans un océan bleu? On investit dans un océan bleu quand on est sur un marché qui est arrivé à maturité avec des concurrents nombreux. On sait que ce marché va partir indéniablement vers une phase de déclin. On investit dans un océan bleu quand un marché se développe via la différenciation avec un marketing de séduction, de conquête de marché. Quand c'est un marché en rétractation, et c'est donc une lutte contre la consolidation de la concurrence et la concentration. Quand c'est un marché qui est devenu tellement personnalisé qu'on est dans le one-to-one avec souvent une domination par les coûts. Quand on est sur un marché traditionnel qui a été touché par le low cost, ça veut dire on n'a plus de moyens d'avoir des revenus supplémentaires. Quelles sont les étapes qui nous permettent de créer un océan bleu? Premièrement, l'étape 1, c'est l'innovation valeur. C'est-à-dire essayer de faire des focus group avec des clients et des non-clients, parce que c'est très intéressant de savoir ces non-clients, pourquoi ils ne sont pas clients. Et justement, ça peut vous donner de nouvelles idées
pour avoir des produits pour répondre à cette population qui est beaucoup plus grande des non-clients. Donc, on essaye de connaître quelle est la chose sur laquelle on peut innover, qui peut garder un bon équilibre entre les coûts investis et la valeur perçue par le client. Ça peut être une chose très très simple, c'est-à-dire un bouchon sport, un bouchon pour le lait, une différenciation sur la qualité du produit en termes de contenu, une différenciation sur justement la texture du produit. En fait, l'idée, c'est de se mettre avec les clients et d'essayer de faire un brainstorming pour trouver quelle est la meilleure manière de rapporter une valeur versus des coûts investis qui sont équilibrés. Deuxième étape, les 6 P. Les 6 P me permettent de décrire le produit existant sur le marché. Soit c'est un produit dont je dispose, soit c'est un produit que je veux concurrencer. Ils permettent justement pour ce produit-là de dire quels sont les éléments et les facteurs par rapport aux 6 P qui sont le produit, le prix, la promotion, c'est-à-dire la communication, le processus, la place, c'est-à-dire la distribution et le personnel. En faisant ce diagnostic par rapport aux produits existants, il est facile de relever quels sont les éléments majeurs qui sont mis à la disposition des entreprises, les éléments qui comptent pour les clients pour créer un nouveau mix qui est différencié et inédit sur le marché. Troisième étape, la grille des racks. La grille des racks, c'est tout simplement prendre les éléments et les facteurs qu'on a ressortis dans les 6 P et pouvoir les classer dans ces cadrans, ces 4 cadrans. Exclure, c'est les éléments qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client, en tout cas, il ne l'aperçoit pas. Imaginons, vous êtes sur un packaging et vous investissez énormément sur des coloris et des designs que le client finalement ne voit même pas et ne se rend même pas compte. Les facteurs à renforcer, c'est ce qui a de la valeur perçue pour les clients, mais qui n'est pas assez développé. C'est-à-dire que le client, il veut que ces facteurs soient davantage mis en avant. Atténuer, qu'est-ce qu'il faut réduire, supprimer ou simplifier? Les éléments qui n'ont pas de valeur perçue pour les clients ou qui ne sont pas tellement estimés que ça. Et créer, qu'est-ce qui ajoute de la valeur perçue? Et justement, c'est là où on mettra l'innovation valeur qu'on a retrouvée dans la première étape. Quatrième étape, la création d'un canevas stratégique. C'est quoi un canevas stratégique? Vous avez ici l'exemple du marché des consoles de jeux, justement, où vous avez quels sont les éléments qui sont très importants pour le client, sur lesquels vous voyez on a strictement le même canevas stratégique pour la PS3 et la Xbox 360. Donc là, c'est la performance du lecteur DVD, la taille du disque dur, les performances graphiques. Donc vous voyez que ici, nous sommes sur un océan rouge où la concurrence elle est frontale et la comparaison est inévitable par le client. Si le propre canevas stratégique d'une entreprise suit le profil du marché, alors celle-ci est dans un océan rouge. Afin d'en sortir, il faut se concentrer sur les non-clients. Justement, pourquoi ces non-clients n'achètent pas cette PS3 et cette Xbox? Et c'est ce que la Wii a fait avec son produit. La console Nintendo a su se différencier et toucher de nouveaux clients à travers sa simplicité et intuitivité, son partage du jeu, l'amusement et la détente, ou encore le transgénérationnel, puisque la Wii est destinée aux différentes tranches d'âge de population. Et donc, on peut dire que la Wii était venue justement pour créer un nouvel espace stratégique sur lequel elle est toute seule finalement. Vous voyez bien que les premiers éléments sont toujours là, mais en atténué, alors qu'il y a eu création de nouveaux espaces stratégiques à travers la création de nouveaux facteurs de différenciation pour les clients. Quelles sont les règles pour réussir un océan bleu? Premièrement, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que la concurrence mette en péril l'entreprise pour opter pour une stratégie océan bleu. Il faut se charger de l'analyse des clients et des non-clients de l'entreprise. Parce que les non-clients peuvent nous dire justement pourquoi ils ne le sont pas et nous ouvrir d'autres possibilités qui sont inexplorées. Il faut se faire confronter différentes propositions de canevas stratégique
Pourquoi? Pour savoir quel est le canevas qui est le plus intéressant pour toucher le maximum de clients. Et il faut jouer la transparence avec les salariés, les partenaires et l'opinion publique. Le storytelling est très plébiscité dans ce type d'innovation. Pour rester toujours dans les jeux et dans le gaming, Riot Games, ils ont exploité le succès de leur jeu League of Legends. Ils ont assuré une domination en introduisant une nouvelle variante qui est un système de tournois internationaux et de ligues continentales. Regardez le succès. En fait, c'est un match qui se passe en direct en jeu et ici, vous avez toutes les personnes présentes pour suivre ce match-là. Et donc, l'Océan Rouge est resté le monde des jeux vidéo qui était extrêmement compétitif et l'Océan Bleu était le fait de faire des tournois à l'international en présence de beaucoup de personnes. Par la suite, bien évidemment, Riot Games sera rattrapé par ses concurrents. Il y a aussi l'Internet 3G comme exemple, justement, qui a créé un nouvel espace stratégique à travers de nouveaux facteurs majeurs qui étaient la mobilité et la facilité d'usage, le plug and play. L'Internet a su créer un nouvel espace stratégique en attendant que d'autres innovations puissent la rattraper. D'autres exemples existent, notamment à travers Nespresso et la création de sa fameuse capsule, ou encore une compagnie aérienne Southwest Airlines qui a permis d'introduire le low cost justement dans les voyages des passagers. En tout cas, c'est une recherche perpétuelle de trouver un océan bleu qui est serein et qui permet au départ de faire des super profits. Pour conclure, l'océan bleu, l'océan rouge est une recherche continuelle de la différenciation. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un océan bleu qu'on va arrêter d'innover. Au contraire, il faut garder ce qu'on appelle des innovations dans le placard qui nous permettent continuellement d'être dans la primauté. L'océan bleu, l'océan rouge permettent d'explorer cette possibilité qui est très très grande, qui sont les non-clients de l'entreprise. Et les super profits du départ permettent de rentabiliser l'innovation rapidement, le temps qu'elle soit imitée. Et justement, dans le prochain cours, nous allons voir la stratégie d'immovaction qui est une combinaison entre l'imitation et l'innovation. Entre-temps, je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à très vite. Merci.